Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité internationale. Ah, l'actualité internationale. On ne s'ennuie jamais. Jamais. Aujourd'hui, on se penche sur un pays qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, le Niger. Plus précisément, on va décortiquer l'analyse d'Issoufou Boubacar Kado Magadji D'accord. sur la vision du président Tiani pour l'avenir du pays. Ce qui nous intrigue particulièrement, c'est de savoir si le Niger est en train d'opérer un virage géopolitique majeur en se tournant davantage vers le panafricanisme et en se rapprochant des BRICS. Oui, c'est une question cruciale. Pour bien comprendre les enjeux, il faut d'abord, je pense, rappeler l'importance stratégique du Niger dans la région du Sahel. Sa situation géographique, en fait, un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, ses ressources, notamment l'uranium, attisent bien des convoitises. Absolument. Et ces facteurs pèsent évidemment sur la politique intérieure du Niger. D'ailleurs, vous qui suivez la région de près, qu'est-ce qui distingue l'approche de Tiani de celle de ses prédécesseurs? Il y a une rupture assez nette. Tiani met l'accent sur la souveraineté nationale et l'unité du peuple nigérien. Magadji souligne d'ailleurs la force de sa rhétorique, notamment lorsqu'il appelle à une union sacrée face aux menaces qui pèsent sur le pays. C'est vrai que ce discours a un impact certain sur la population. On sent une volonté de s'affranchir des influences extérieures, de prendre son destin en main. Oui. Est-ce que Magadji voit ça comme un signe de ralliement au panafricanisme? Tout à fait. Il y voit une résonance avec les aspirations historiques du panafricanisme qui prône l'unité et la solidarité des peuples africains pour se libérer du joug colonial et néocolonial. Le panafricanisme n'est pas un mouvement monolithique, bien sûr. Il y a différentes écoles de pensée, différentes visions de l'avenir de l'Afrique. Selon Magadji, quelle serait celle qui correspond le mieux à la vision de Tiani? Tiani semble se rapprocher d'un panafricanisme pragmatique qui met l'accent sur la coopération économique et politique entre les États africains, tout en cherchant à diversifier ses partenariats à l'international. Et c'est là que les BRICS sont en jeu? Non. On parle beaucoup de ce groupe de pays. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, on peut peut-être rappeler rapidement de quoi il s'agit. Bien sûr. Les BRICS, c'est un groupe de pays émergents qui cherchent à contrebalancer l'influence des puissances occidentales sur la scène mondiale. Ils défendent un monde multipolaire, plus juste et plus équitable, où chaque pays a sa voix et peut participer aux décisions globales. Ce qui les rend attractifs aux yeux de nombreux pays africains, ce sont leurs stratégies d'investissement. Oui. Notamment dans les infrastructures et l'énergie, sans imposer de conditions politiques strictes. Et justement, Magadji voit un lien direct entre la vision de Tiani pour le Niger et l'attrait des BRICS. Oui. Il parle d'une volonté de diversifier les partenariats et de réduire la dépendance vis-à-vis des puissances traditionnelles. C'est exact. Tiani voit dans les BRICS une opportunité de développement économique pour le Niger, mais aussi une chance de renforcer son indépendance politique. Il ne s'agit pas de remplacer une dépendance par une autre, mais bien de jouer sur plusieurs tableaux pour maximiser ses chances de développement. Mais est-ce que ce virage vers les BRICS ne risque pas de froisser les partenaires occidentaux du Niger? Notamment la France, qui a des liens historiques et économiques importants avec le pays. Est-ce que Magadji aborde cette question? Oui, il en parle. Il souligne que le Niger, comme tout État souverain, a le droit de choisir ses partenaires et de définir sa propre politique étrangère. Il reconnaît que ce rapprochement avec les BRICS pourrait susciter des tensions, mais il estime que le jeu en vaut la chandelle. Le Niger a besoin de partenaires qui le soutiennent dans sa quête de développement et de souveraineté. Et les BRICS semblent mieux répondre à ses aspirations que les puissances occidentales. Et il ne faut pas oublier que les BRICS ne sont pas un bloc monolithique. Chaque pays membre a ses propres intérêts, sa propre approche du développement. Le Niger a donc la possibilité de choisir les partenariats qui correspondent le mieux à ses besoins. C'est intéressant, vous dites qu'il y a différentes approches au sein des BRICS. Est-ce que Magadji donne des exemples concrets de ce que le Niger pourrait gagner en se rapprochant de tel ou tel pays du groupe? Il évoque notamment la Chine, Oui. qui investit massivement dans les infrastructures en Afrique sans nécessairement imposer de conditions politiques strictes. C'est une approche qui peut séduire un pays comme le Niger, qui a besoin de développer ses infrastructures pour libérer son potentiel économique. Ah oui, la fameuse diplomatie du chiquier chinoise. Mais est-ce que ce n'est pas une forme de néocolonialisme déguisé? On entend souvent cet argument de la part des critiques de la Chine en Afrique. C'est un débat complexe. Magadji ne nie pas les risques de dépendance économique, mais il souligne que la Chine offre une alternative aux modèles occidentaux, souvent perçus comme trop interventionnistes et conditionnés à des réformes politiques qui ne correspondent pas toujours aux réalités africaines.
Il rappelle également que le Niger a tout intérêt à diversifier ses partenaires, à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En somme, une forme de pragmatisme géopolitique. Mais au-delà des aspects économiques, est-ce que Magaji voit des convergences entre la vision de Tiani et les valeurs défendues par les BRICS? Absolument. Il souligne que les BRICS défendent un monde multipolaire où le pouvoir est plus équilibré entre les différentes régions du monde. D'accord. C'est une vision qui fait écho aux aspirations de nombreux pays africains qui s'en sentent parfois marginalisés dans l'ordre mondial actuel. Donc un monde plus juste, plus équitable. On retrouve là l'idéal du panafricanisme, finalement. Exactement. Le panafricanisme et le mouvement des BRICS convergent sur ce point, la volonté de créer un monde où chaque pays a sa voix et peut participer pleinement aux décisions globales. Et Magaji voit dans le Niger le potentiel d'un leader pour cette nouvelle Afrique forte et indépendante. C'est une perspective audacieuse, mais il faut reconnaître que le Niger fait face à de nombreux défis, notamment sur le plan sécuritaire. Le président Tiani lui-même a évoqué la menace terroriste dans son discours. Comment concilier cette volonté de souveraineté avec la nécessité de coopérer avec d'autres pays pour assurer sa sécurité? C'est un dilemme important que Magaji analyse en profondeur. D'un côté, le Niger aspire à affirmer son indépendance, à ne plus dépendre de l'aide extérieure de l'autre. Il est confronté à des menaces transnationales qui nécessitent une coopération internationale. Et est-ce que Magaji envisage une solution panafricaine à ce problème, un front uni contre le terrorisme par exemple? Oui, il évoque cette possibilité. Il souligne l'importance de renforcer la coopération entre les pays africains eux-mêmes pour faire face aux défis sécuritaires. Il cite d'ailleurs l'exemple du G5 Sahel, qui regroupe des pays de la région pour coordonner leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Mais on sait que ces initiatives régionales manquent souvent de moyens et de cohésion. Est-ce que Magaji pense que les BRICS pourraient jouer un rôle dans ce domaine? C'est une piste qui n'exclut pas. Il rappelle que certains pays membres des BRICS, comme la Russie et la Chine, ont une expertise militaire importante et pourraient apporter un soutien précieux aux pays africains. Ce qui nous ramène à la question des alliances et des partenariats. Si le Niger se tourne vers les BRICS pour sa sécurité, est-ce que cela signifie une rupture avec ses partenaires occidentaux? Pas forcément. Magaji souligne que le Niger a intérêt à maintenir des relations équilibrées avec tous les acteurs internationaux. Il ne s'agit pas de choisir un camp contre un autre, mais de défendre ses propres intérêts et de construire un avenir meilleur pour le peuple nigérien. C'est une vision pragmatique et ambitieuse à la fois, mais est-ce que Magaji est vraiment optimiste quant aux chances de réussite du Niger? Il est lucide sur les difficultés, mais il croit fermement au potentiel du Niger. Il voit dans la vision de Tiani une opportunité historique pour le pays de s'affirmer comme un acteur majeur sur la scène africaine et internationale. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Le Niger est à la croisée des chemins, et ses choix auront des répercussions importantes, non seulement pour son propre avenir, mais aussi pour celui du continent tout entier. En analysant le discours du président Tiani et le contexte géopolitique actuel, une question se pose. Le Niger pourrait-il inspirer d'autres pays africains à suivre une voie similaire? Celle d'une plus grande indépendance et d'un rapprochement avec des puissances alternatives comme les BRICS. C'est une question fondamentale. L'analyse de Magaji met en lumière une tendance de fond, la quête d'une souveraineté accrue et d'un partenariat pour l'équitable avec le reste du monde. Le Niger, de par sa position stratégique et sa volonté affichée de changement, pourrait effectivement devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Imaginez l'effet domino. De plus en plus de pays africains choisissant de s'affirmer sur la scène internationale, Oui. de diversifier leurs alliances, de prendre leur destin en main. Quelles seraient les implications pour le continent africain et pour l'ordre mondial? Les conséquences seraient considérables. On assisterait à une redistribution des cartes géopolitiques, à un rééquilibrage des pouvoirs. L'Afrique, longtemps perçue comme un continent sous influence, deviendrait un acteur incontournable, capable de défendre ses propres intérêts et de contribuer activement à la construction d'un monde multipolaire. Ce serait une véritable révolution. Oui. Une affirmation forte de l'identité africaine et de sa place dans le monde. Mais cela ne se fera pas sans heurts, sans résistance. Les puissances traditionnelles ne vont pas laisser filer si facilement leur influence sur le continent. Bien sûr. Il y aura des tensions, des obstacles à surmonter. Mais le mouvement est lancé et il est porté par une aspiration profonde des peuples africains à la liberté, à la justice et au développement. Le Niger, s'il réussit son pari, pourrait devenir un symbole de cette nouvelle Afrique, confiante en son avenir et déterminée à prendre sa place dans le concert des nations. Et si on devait résumer ce que l'on a appris de l'analyse Magaji, quels seraient les points clés à retenir pour nos auditeurs? Premièrement, le Niger est à un moment charnière de son histoire. Le président Tiani propose une nouvelle vision pour le pays, basée sur la souveraineté nationale, l'unité du peuple et le développement économique.
Deuxièmement, cette vision s'inscrit dans un contexte géopolitique en pleine mutation, marqué par la montée en puissance des BRICS et le désir d'autonomie des pays africains. Troisièmement, le Niger a le potentiel de devenir un leader pour cette nouvelle Afrique, mais il devra faire face à des défis importants, notamment sur le plan sécuritaire. Un dernier mot pour nos auditeurs. Le Niger nous offre une étude de cas passionnante sur les dynamiques géopolitiques actuelles. L'avenir du pays, et peut-être celui du continent africain, se joue en ce moment même. Il est crucial de suivre de près les événements au Niger et de comprendre les enjeux qui se cachent derrière les choix du président Tiani. Merci pour cette analyse éclairante et à nos auditeurs, on vous invite à poursuivre la réflexion. L'Afrique est-elle à l'aube d'une nouvelle ère, Laure ? Le Niger peut-il montrer la voie ? On vous laisse méditer sur ces questions. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité internationale.